Bonjour, chers honnêtes citoyens, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, eh bien, je suis flatté que vous soyez là. Sinon, si c'est pas la première fois, je suis content que vous soyez toujours là. Mais je ne suis pas seul à être heureux car je suis avec ma partner in crime, Hélène Maillé. Bang, bang, Ouh, bang! partner in crime, j'aime ça. Mais honnête citoyen, est-ce que tu nous surestimes pas un peu trop? Non, ben en fait, c'est surtout que j'essayais tranquillement d'amener le sujet du Ouais. jour, honnête citoyen, partner in crime, parce que aujourd'hui, ben, on revient à quelque chose d'un peu proche d'un épisode qu'on a fait récemment. On a parlé Oui. de prison et d'évasion, mais là, on va parler de avant la prison. Ouais, on est en train tranquillement de se transformer en podcast de true crime. Exactement. On n'ose pas l'admettre. Mais un petit peu plus soft, tu sais, Ouais, moins non, c'est ça. violent. Mais quand même, on va faire un petit trigger warning de. Moi, entre autres, je vais parler de meurtre, viol, trucs comme Wow, t'as ça. déjà Pas dit en les détail. mots, c'est déjà dangereux. Oui, non, mais Mais c'est ça, oui, mais moi pas aussi. en détail, mais je préfère prévenir au cas où des personnes voudraient s'abstenir d'écouter cet épisode. C'est bien correct. Mais On n'en parle pas, c'est ça, en détail, mais on parle de gens qui ont commis ce genre d'actes-là. exact. Puis justement, qu'est-ce que tu vas parler spécifiquement par rapport à ces gens-là, toi, aujourd'hui? Ben moi, je me suis intéressée aux techniques un peu inusitées pour résoudre des crimes. Fait que Ok. j'en dis pas plus parce que vous allez voir qu'on va embarquer assez vite dans le sujet. Oui, puis moi, ben, je vais continuer en parlant du fait qu'on n'a pas nécessairement toujours besoin de grands détectives ou de techniques très sophistiquées pour arrêter des criminels, parce que des fois, ils sont assez bozos pour pratiquement se promener en criant qu'ils ont fait un meurtre. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Gros épisode en vue, encore une fois, mais qui dit gros épisode dit gros générique. Ouais. Will, t'es pas sans savoir que j'adore les escape games, les énigmes et autres casse-têtes de ce genre. On n'a jamais échoué un escape game à date. Ben, c'est ça. J'aime aussi beaucoup les Jinx. séries policières. Je l'avoue, je suis la milléniale qui écoutait District 31 assidûment. Là. La milléniale. Dans une autre vie, j'aurais été enquêtrice, mais le syndrome de stress post-traumatique, très peu pour moi. J'ai déjà assez de bébites dans la tête comme ça, merci. Je vais m'en tenir au meurtre donc de Monsieur Body dans Clou, au scénario du Escaparium et au rôle de Magali Lépine Blondeau que j'haïs tellement qu'elle est bonne dans tout. Mais je l'adore, mais elle m'énerve parce Ben, qu'elle est bonne dans tout. spécifiquement pas juste dans District 31. Non, là, c'est ça. dans tous les rôles qu'elle joue, elle est merveilleuse comme actrice. Mais bref, puis justement, comme tu disais, là, c'est pas pour me vanter, mais à date, j'ai réussi tous les jeux d'évasion auxquels j'ai participé, puis j'en ai fait plus d'une dizaine. Mais justement, il va bien arriver à un moment donné où je vais rater, non? Fait que c'est un peu ça ma prémisse du jour. J'ai eu envie de lever le voile sur des techniques utilisées et inusitées pour résoudre des crimes parce que je me dis que ça pourrait peut-être m'aider à porter attention à des nouveaux détails dans ma carrière d'amatrice d'escape game. Des petits détours, comme on dit. Exactement. Tu sais, joindre le futile à l'agréable. Ah ben, on dirait comme si c'était notre podcast, notre petite tagline. Exactement, notre slogan. Fait qu'avant de résoudre une affaire, il faut bien évidemment analyser la scène de crime et contrairement au personnage de Catherine Saint-Laurent dans District 31, les techniciens ne travaillent généralement pas en talons hauts, là, je vous le dis tout de suite. J'ai pas le référent, mais non. Non, ben écoute, souvent, elle arrive, la fille est super bien habillée puis tout, mais ça fait pas enquête de police, là, ça fait genre avocate ou Ouais, ben, c'est quelqu'un qui travaille au centre-ville. Là. ça me fait capoter comment le nombre d'émissions policières où il y a personne qui a des gants. Exactement. Fait que justement, tu l'as dit, il s'équipe plutôt d'une combinaison, d'un masque, de lunettes, des gants, plein d'autres protections là, pour éviter de se contaminer et surtout de contaminer la scène de crime. Ensuite, ils vont suivre un protocole rigoureux, instaurer un périmètre de sécurité, prélever un maximum d'indices frais. S'il y a une trace de pas dans la boue, par exemple, on va relever l'empreinte en la moulant dans du plâtre ou de la résine. On prend ensuite des échantillons, on les analyse en laboratoire, on capture le tout sur caméra, on recueille des témoignages des voisins qui nous disent « Mais voyons donc, jamais j'aurais cru qu'une telle famille pourrait subir ça. » Et on essaye de trouver des matchs. As-tu fait un speedrun de ton épisode en 1 minute? C'est quoi qui se passe? Non, mais c'est bien beau tout ça, là, mais ça reste la checklist habituelle. Là. C'est pour ça que je Oui, passe un tout petit ce peu qu'on a vu dans là-dessus. CSI. Là. Exactement. Mais il arrive parfois que la recette ne fonctionne pas à tous les coups. Hein. Le gâteau, il a pas levé. C'est ça. On doit avoir recours à des méthodes, disons, peu conventionnelles pour résoudre des affaires. C'est ça qui m'intéressait dans notre épisode d'aujourd'hui parce que parfois, la résolution d'un crime est plus fascinante que le crime en soi. Oui, 100%.
Fait que la première, disons, technique ou méthode dont j'ai envie de te parler, c'est l'ADN. Puis là, tu vas me dire, ben là, l'ADN, c'est pas très insolite. C'est full classique. Je te parle pas d'un match entre un prélèvement sur une scène de crime puis une banque de données quelconque. Là. Tu connais des sites comme Ancestry, par exemple? Oui, je connais. Et je connais où est-ce que tu t'en vas, mais oui, j'ai quand même... il y a 2 affaires dont j'ai envie de te parler. Ben, je le sais pas d'abord. Première des choses, pour les gens qui ne connaissent pas des sites comme Ancestry, en fait, en échange d'un échantillon d'ADN, ces entreprises-là te proposent de retourner sur la trace de tes ancêtres et connaître un peu mieux tes origines. Là. Fait que te dire que t'es 40% irlandais, 30% français. Puis, je doute toujours un peu de cette partie-là, genre, mais... Ouais. En tout cas, ça se peut, ça marche. Je ne connais pas cette science. Exactement. Tout ça pour dire que, ben, une de ces bases de données, là, de type Ancestry, a permis d'élucider le meurtre de la jeune April Tinsley, une fillette de 8 ans qui a été enlevée et assassinée en 1988 dans l'Indiana. Mm-hmm. À l'époque, les tests d'ADN normaux ne donnaient pas grand-chose, comme les bases de données n'étaient pas très garnies. Là. On se rappelle, on est dans les années 80. Apparemment que pendant des années, le tueur envoyait des lettres manuscrites à la police pour se moquer du fait qu'elle ne réussissait pas à l'attraper. En 2018, par contre, aux États-Unis, ben, ils ont fait le plein de leur base de données en ajoutant celle des sites généalogiques comme Ancestry. Mm-hmm. Et c'est là qu'ils ont vu un match entre l'ADN sur les lettres et celle de 2 frères inscrits sur l'un de ces sites web. Donc, les 2 frères étaient curieux de savoir d'où ils venaient, mais en même temps, ils envoyaient des lettres à la police avec leur ADN dessus. OK, fait que c'était eux directement, là. Oui. Fait qu'ils sont auto-stool. Oui, ça, c'était en 2018. Cette même année-là, c'est l'année où on a commencé à utiliser ces bases de données-là. Puis c'est pas sans rappeler l'histoire que je crois que tu connais du Golden State Killer, Joseph DeAngelo. Joseph, c'est un ancien officier de police qui s'est fait virer pour avoir volé du matériel et il a décidé de se réorienter en tueur en série parce que... Rien de tel que d'aller de l'autre côté extrême là, du spectre. Encore là, on est dans les années 70-80 en Californie. Les méthodes sont pas aussi développées qu'aujourd'hui. Puis le gars, ben, il a été dans la police. Là. Fait que, tu sais, il y a quand même quelques petits cues de... Ouais, un peu qu'est-ce qu'il doit pas faire. Exact. Là. Joseph, il a eu le temps de commettre 120 cambriolages, une 50aine de viols, notamment sur des mineurs, et au moins 13 meurtres. Bref, un charmant jeune homme. Et la première fois qu'il a été appréhendé, c'est une 40aine d'années plus tard, en 2018. C'est que ni son ADN, ni celle d'un membre de sa famille ne correspondaient là, aux bases de données que la police, à laquelle la police avait accès. Sauf que sont remontés jusqu'au genre arrière-grands-parents de Joseph. Puis, ils ont trouvé un cousin éloigné au genre 4e ou 5e degré qui avait comme rentré son historique, là, son ADN dans un site style Ancestry. Puis, ils ont fait un match, en fait, entre ces données-là. C'est un match partiel, en fait. Oui, un match partiel, là, peut-être à comme 20%, là, pas à 100% comme les 2 frères de l'autre crime dont on vient de parler. Mais je pensais que c'était vraiment son cousin de l'histoire que je l'avais lu, mais c'est comme plus loin que ça. Non, c'est un cousin éloigné, là, au moins au 4e ou 5e degré, là, qui disait. Puis il faut dire, je pense que Joseph était déjà suspect, mais il n'y avait pas de preuves. Ouais. Fait qu'ils ont comme vraiment fait le lien automatiquement, puis ils ont testé. Ouais, parce que c'est ça, c'est un petit bum, là, le gars. Là. Avant d'être dans la police, il avait commis des cambriolages, même à son école. Il avait tué des animaux adolescents, tout. Ça laissait rien présager de bon, mettons. Puis c'est ça, donc ils ont réussi à faire le match, fait que ça a permis aux autorités de remonter jusqu'à Joseph DeAngelo en avril 2018. Et là, il a été condamné. Aujourd'hui, il a 74 ans, il est encore en prison, donc voilà. Toujours dans l'ADN, les chiens ont beau être le meilleur ami de l'homme, ils peuvent rapidement devenir les pires ennemis des criminels. Okay. C'est le cas notamment de David Westerfield, un homme qui avait un comportement suspect après la disparition de sa voisine de 7 ans, Danielle Van Damme. Celle-ci avait pas laissé de traces. On avait comme pas vraiment de suspect nécessairement. On savait pas ce qui s'était passé sur la scène de crime. Mais comme David agissait de manière étrange, les policiers ont réussi à obtenir un mandat pour fouiller sa maison. Et résultat, ils ont trouvé des poils de chien dans la maison et la caravane du gars. Mais David, il a pas de chien. La famille Van Damme, oui. Donc, la petite, elle avait un chien, un animal de compagnie, puis tu t'en doutes, le labo a confirmé que les poils du chien qui ont été retrouvés dans la caravane et dans la maison de David correspondaient à ceux du chien de la famille Van Damme. Donc, on a fait un +1. Et David a été condamné. L'inverse arrive aussi. En 2001, le corps de Leanne Tiernan, 16 ans, a été découvert à West Yorkshire. Et même chose, pas de traces d'ADN, en tout cas d'ADN humain. Les médecins légistes ont plutôt trouvé des poils de chien sur le corps de l'adolescente et devine qu'il y avait un chien.
ben oui, son assassin. En fait, là, c'est l'inverse, là. Exactement. Ils ont fini par retrouver le chien à qui appartenaient ses poils en question et remonter jusqu'à l'auteur du meurtre parce que c'était son maître. Mais moi, tu vois, je pense pas que j'aurais un chien de garde pour me protéger en cas de Tu veux pas qu'il te protège, tu veux juste qu'il sache qu'on t'a tué. Non, mais en fait, je pense que j'opterais plutôt pour un cacatoès. OK. C'est le cas de l'histoire. Là, je ris, là, c'est pas drôle, là, mais c'est le cas de l'histoire tragique de Kevin Butler. Kevin il a été poignardé à mort dans son appartement de Dallas à la suite d'une violente dispute le 24 décembre 2001. Kevin avait un cacatoès comme animal de compagnie nommé Bird. Bird a volé... Quand même, ça, c'est vraiment recherché comme nom d'animal, là, tu sais. Non, mais on passe pour le nom, mais Bird, il a quand même volé à son secours durant l'altercation. Il s'est mis à picorer la tête des deux malfaiteurs. OK. Malheureusement, il a aussi été tué durant l'altercation, mais le vétérinaire légiste qui a examiné le cacatoès a retrouvé dans son bec et sur ses griffes de l'ADN et du sang humain. Wow. Eh bien, quand les suspects ont été interpellés, on a bien vite remarqué qu'ils avaient des blessures concordantes avec des coups de bec et des coups de griffes de cacatoès. Donc, méfiez-vous des oiseaux qui dorment. Ce ne sont pas toutes des cervelles de moineaux, mes amis. Oh, ça, c'est brillant, justement. La deuxième technique dont j'ai envie de te parler, ce sont les médiums. C'est peut-être pas très scientifique tout ça, mais je pouvais pas en parler. Il y a de plus en plus de crimes qui sont résolus avec l'aide de personnes qui semblent avoir un don ou un sixième sens. C'est weird quand tu y penses, là, tu sais. C'est très weird. Puis c'est ça. Puis tu sais, moi, je suis comme... Je sais pas toi, là. Moi, je suis un peu sceptique, mais en même temps, j'ai déjà été hypnotisée, fait que... Je suis très sceptique de la madame qui va dire que ton grand-père va être malade puis que tu vas rencontrer l'amour, mais il y a des cas vraiment, des gens qui ont été retrouvés puis c'est vraiment weird. Ma grand-mère avait une patiente qui avait des flashs vraiment précis, là. Elle a réussi à retrouver quelqu'un dans une avalanche alors que pendant comme 3 jours, les autorités locales n'arrivaient pas à le retrouver. Bref, il y a plein d'affaires comme ça que, ils ne s'expliquent pas nécessairement. Puis c'est le cas de certaines histoires dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, notamment celui d'Elizabeth Cormish, une infirmière de 42 ans et mère de 5 enfants. Okay. En 1987, elle a été retrouvée par son conjoint au domicile familial battu à mort. Rapidement, le conjoint d'Elizabeth est devenu le suspect principal, mais personne de la famille d'Elizabeth pouvait croire que c'était lui parce que, justement, il disait que c'était comme un gentil, puis ça avait l'air de bien aller avec Elizabeth, tout ça. Fait que la sœur d'Elizabeth, elle a engagé Nancy Weber, qui est une médium, qui a déjà aidé la police dans d'autres affaires criminelles. Puis dès qu'elle a vu le conjoint d'Elizabeth, elle a même pas eu besoin de lui parler. Elle a clamé son innocence en affirmant que le meurtrier vivait au-dessus de la scène de crime. Donc, c'était le voisin du dessus. Okay. Et même chose, elle n'a pas vu le voisin, mais elle a réussi à le décrire à la perfection, puis donner vraiment une description exacte là, de l'homme. Puis le voisin, il avait cependant un alibi solide pour prouver qu'il n'était pas là au moment du décès estimé par le coroner. Mais vois-tu, le mot-clé ici, c'est « estimé ». Parce que le coroner, il s'est trompé. La médium a été convaincue qu'Elizabeth était morte 4 heures plus tôt que ce qui avait été mis dans le rapport, ce qui donnait amplement le temps là, au meurtrier de vaquer à d'autres activités puis de se créer un alibi. Là. Tu tues quelqu'un, tu t'en vas pendant 4 heures, puis... Ouais, c'est ça, tu t'en vas jouer aux cartes là, avec des ça, amis, exactement. Réglé, là. Puis tu te dis, ben non, j'étais pas là, j'étais à tel endroit. Pis ça. Fait que le coroner, il a refait ses calculs et il a donné raison à la médium, et le voisin est revenu devant la mère des autorités, puis il a fini par avouer son crime. Je suis tombée sur un autre cas aussi assez étrange où une médium a aidé à résoudre une affaire, le cas de John DeMars. En 1974, John avait 30 ans, il était marié, père de 2 jeunes enfants, avait une job stable comme banquier à New York. Bref, c'est un homme assez sans histoire, là. Il vivait avec sa femme à Nutley, dans le New Jersey. Et ce qui fait qu'il se déplaçait là, beaucoup en train pour aller au travail et revenir à son domicile comme il travaillait à New York. Mais le 20 décembre 1974, quand le train est arrivé à la gare de Nutley, John n'était pas là. Sa disparition a été rapportée, puis très vite, la police est arrivée à 2 hypothèses. Soit il avait été victime d'un crime, ou il avait volontairement disparu pour refaire sa vie. 2 hypothèses parfaitement plausibles. Ouais. Mais l'affaire aurait pas été résolue sans l'aide de Dorothy Allison, une médium. Dorothy, elle aurait eu une vision. John, il serait tombé du train et se serait noyé. Elle aurait également vu un arc, une flèche et le chiffre 2 apparaître 3 fois dans sa vision. Qu'est-ce que les policiers ont fait de ça? Ben, sur le coup, pas grand-chose. Là. T'es comme, OK, c'est une madame qui
t'inventes des affaires. Tu te fais tirer par un arc pour tomber du train, puis qu'est-ce que c'est ça? Exact. 2 mois plus tard, donc on se rappelle, il est décédé, il est porté disparu le 20 décembre. 2 mois plus tard, Spoiler ça nous amène alert. le 22 février, donc le 22e jour du 2e mois. On a 3 fois le chiffre 2. Mm-hmm. Un père et son fils pratiquaient le tir à l'arc à quelque part entre New York et Nutley. Une des flèches a atterri dans la rivière. À côté de quoi? Du corps de John. Aïe, aïe. Fait que là, on a le corps, l'arc, les flèches, 3 fois le chiffre 2. Coincidence? Quand même. D'après l'enquête, John se serait endormi dans le train. Le chauffeur aurait fait un arrêt imprévu sur le pont qui traverse la rivière Passaic et il aurait ouvert les portes pour laisser un autre passager sortir à l'arrière du train. C'est pas un arrêt nécessairement prévu sur la ligne. Puis John, comme il était un peu à moitié endormi après sa grosse journée, il pensait que c'était son arrêt. Il est descendu du train et malheureusement, il est tombé du pont et il s'est noyé. Ah, c'est... Donc, la médium avait raison. Ouais. Non, mais j'imagine juste comme le gars qui pense sortir du train et qui est sur un pont qui fait comme... C'est horrible, hein? Ouais, non, c'est ça. Parce que j'imagine comme le train était comme assez long pour qu'il y ait un bout qui n'était pas sur le pont ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Mais, exact. C'est pas comme le gars qui rentrait, il a vu l'autre qui tombe dans l'eau, fait comme ciao bye. Là, Non, c'est ça, mais exact. Ouais. Puis tu sais, c'est pas comme un geste délibéré non plus ouais. volontaire. Là, c'est triste ça aussi, mais c'est quand même... Là, c'est vraiment un bête accident là, du gars qui était juste trop fatigué de sa journée. Là. Le cas suivant implique pas de médium, mais est tout aussi inusité puisqu'il a été résolu grâce à une amitié de lycée. Ça se passe en Afrique du Sud. Cassidy arrive dans une nouvelle école et rencontre Zephanie qui a 4 ans de plus qu'elle. Puis là, une grande amitié naît entre les deux filles. Jusqu'ici, tout est normal. Mais ça n'a pas pris de temps avant que tout le monde remarque une ressemblance frappante entre les deux filles. Tellement que les parents de Cassidy, qui ont forcément vu Zephanie parce que c'était la nouvelle meilleure amie de sa fille, ont décidé de mener leur petite enquête. Parce que vois-tu, en 1997, avant d'avoir Cassidy, ils ont donné naissance à une petite fille. Mais 2 jours après sa naissance, la petite a été kidnappée par une femme déguisée en infirmière à la maternité. Les tests ADN ont été concluants et Zephanie était bel et bien leur fille. La fausse infirmière a été condamnée à 10 ans de prison. L'histoire veut que son mari ne savait même pas qu'ils n'étaient pas les parents biologiques de Zephanie, mais en même temps, je me dis, ta blonde, elle arrive du jour au lendemain avec un enfant, tu te poses pas de questions, tu sais, c'est comme... Ouais, en tout cas... Ou elle a fait à croire qu'elle était enceinte pendant 9 mois, elle avait préparé son coup, puis elle avait un faux ventre, je sais pas ça. Mais bref, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, puis ils l'ont retrouvée comme 16 ans plus tard. Hey, c'est vraiment weird. Les chances, honnêtement. Puis, tant mieux si cette madame-là s'est fait pogner. Mm-hmm. Comme tu le sais, on fait souvent intervenir des experts dans la résolution de crimes, notamment des meurtres, là, comme des médecins légistes. Mais parfois, c'est pas tout le temps des médecins légistes. Mm-hmm. Ça pourrait être des botanistes légistes. Et oui, William, si les murs ont des oreilles, les plantes parlent aussi. OK, là, j'ai hâte de savoir en quoi, comment, si possible. OK. Je te donne un exemple... juste global pour t'expliquer. La présence de diatomée, ça c'est une algue microscopique dans des poumons d'une personne noyée, ça nous dit dans quel type de plan d'eau la personne serait décédée. Parce ça va. Ouais, je comprends. Ces algues-là se retrouvent pas nécessairement dans des lacs au Québec ou dans des étangs ou peu importe. Mais l'histoire dont j'ai envie de te parler, elle se passe en 2003 en Angleterre. Holly Wells et Jessica Chapman, 2 petites filles de 10 ans, ont été retrouvées mortes dans un fossé. Puis là, l'affaire, elle a fait le tour de l'Angleterre. Mm-hmm. Tu sais ce que c'est, là, quand ça implique des enfants, souvent, ça marque le pays ou en tout cas... Ouais, le public est... le public tout entier. Puis rien pointait vraiment vers un suspect en particulier. Il n'y avait pas de possibilité d'identifier qui pouvait avoir fait ça. Sauf que les orties, dans le fossé où ils étaient, ils poussaient d'une façon un peu étrange. OK. Patricia Wilshire, qui est une écologiste légiste, une botaniste et une palynologue, donc une spécialiste du pollen, elle a été en mesure de déterminer la date quasi exacte de la mort des filles grâce à la repousse des orties. En fait, comme elles se sont mises à pousser latéralement et non verticalement debout. C'est comme si elles étaient écrasées, en fait. Exactement. Ça veut dire qu'elles ont été piétinées. Mm-hmm. Puis la courbe de croissance des orties nous permettait d'établir que les petites avaient été tuées 13 jours et demi plus tôt. Fait qu'en comparant des échantillons... C'est assez précis, là. Ouais, c'est ça. En comparant des échantillons avec ceux de la voiture de certains suspects qu'on avait dans la ligne de mire, on a pu faire un match avec ceux de la voiture de Ian Huntley.
parce qu'il y avait comme des échantillons qui dataient aussi de v'là 2 semaines. Donc, Dr. Wildshire a pu prouver qu'il était là au moment des faits et en l'occurrence qu'il en était l'auteur. Mais c'est pas la première fois qu'on utilisait la botanique dans un contexte médico-légal. Est-ce que le nom de Charles Lindbergh te dit quelque chose? Absolument pas du tout. OK. Charles Lindbergh, c'est probablement l'aviateur le plus célèbre. En 1927, il a réussi l'exploit de faire la route New York-Paris sans escale et en solo. C'est le premier à avoir fait New York-Paris sans escale. Aujourd'hui, c'est plus un exploit, mais dans le temps, oui, effectivement. Non, c'est ça. Bon, OK, ça lui a pris 33 heures 30 minutes, là, mais... C'est bon, il fallait une bonne tank. C'est pas pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Il a tourné en rond, Charles, un bout, là. Non, ben, je sais pas, là, les avions allaient pas vite, là, dans les années 20. Il a pas dormi, là, le gars, là. Oui, non, il y avait comme tout un système, là, on pourrait y revenir, faire un TikTok là-dessus, là, parce que je t'avoue que c'est pas pour ça que je t'en parle aujourd'hui, là, mais j'ai plein de questions. Il y avait genre 6 sandwichs pour ses repas. Il y avait un système qui le réveillait dès qu'il s'endormait ou de quoi, là, comme une clochette ou je sais pas trop, là, bref. Le gars, il voulait, là. Épiloguer là-dessus. Mais si je t'en parle aujourd'hui, c'est que dans les années 30, en fait, en 1930, il a épousé une riche héritière, Anne Spencer Morrow, avec qui il a eu 6 enfants, le premier étant Charles Junior. En 1932, alors qu'il était dans son berceau à l'étage, Charles Junior, alors âgé de 10 mois, a été kidnappé. Et il sera retrouvé mort malheureusement quelques semaines plus tard au bord d'une route non loin de la maison des Lindbergh. Et ce, malgré la demande de rançon qui a été octroyée. C'est le début d'une affaire, en fait, de l'affaire du siècle. Si tu googles ça, ils disent vraiment dans les journaux que l'affaire Lindbergh, c'est l'affaire du siècle dans ces années-là. Puis selon plusieurs, parce que ça avait tout d'un film... il y a un crime, une famille riche et célèbre, une demande de rançon et une enquête policière complètement bâclée. À quel point elle a été bâclée? Ben, c'est que les enquêteurs ont fait le tour de la maison, puis c'est pas mal ça, je te dirais. On le voit pas, le tueur. C'est ça. Okay. Je veux bien croire qu'on est en 1932, là, mais il y avait quand même des empreintes de pas, des traces de boue de ce qui semble être une échelle, des ciseaux de menuisier qui ont été retrouvés dans les buissons. Ouais, c'est normal, ça, là. Tout le temps ça chez le monde. Mais la police a ignoré tout ça jusqu'à ce qu'ils découvrent une échelle artisanale en partie brisée et qu'ils l'envoient au laboratoire des produits forestiers pour analyse. Et c'est là que la botanique entre en jeu. En labo, on a pu confirmer le type de bois et de grains utilisés pour l'échelle. OK, c'est bien beau tout ça, mais ça nous permet pas de dire qui est l'auteur du crime. Ben, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, il y a une demande de rançon que les Lindbergh ont payée pour avoir leur fils. Ça marche jamais, ça. Je veux dire, c'est un criminel, penses-tu vraiment qu'il va... C'est ça. En tout cas, dans toutes les séries policières, ils conseillent tout le temps de jamais répondre aux demandes de rançon. Effectivement. En 1934, soit 2 ans après les faits, il y a un certain Richard Hauptmann qui s'est rendu dans une station-service et il a payé avec un certificat or. Les certificats or, là, c'est une genre de monnaie, un billet de banque qu'on retrouvait fin du 19e, début du 20e siècle. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rançon, elle a été payée en partie en certificats or, mais ce type de monnaie-là a été retiré du marché en 1932. OK. Fait que là, lui, on est en 1934, puis il paye comme ça. Le pompiste, il a été quand même assez surpris d'être payé de cette façon-là. Il a trouvé ça un peu bizarre. Fait qu'il a noté la plaque d'immatriculation. Puis tu sais, il a dit à la police comme « Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Des certificats or, c'est plus en circulation, tout ça, bref. » Et la police, ben, s'est donc intéressée à cet individu qui est Richard Hauptmann. Il s'est retrouvé dans la ligne de mire. Puis si on revient à notre affaire d'échelle, ben on a découvert que le plancher du grenier de Hauptmann correspondait en tout point au bois utilisé pour fabriquer l'échelle artisanale. Même courbure, même nombre de cernes, de croissance, même le gars, largeur. Il a juste arraché des bouts de son plancher pour faire une échelle. C'est les mêmes clous toutes, là. Tout correspondait, même les marques du rabot fitaient avec les entailles de l'échelle. Pas trop brillant, le gars, quand même, là, mais se faire une échelle. Non, mais il a ça. quand même été en liberté pendant 2 ans, là. C'est vraiment juste parce qu'il a utilisé des certificats or, mais je suis comme... Tu n'utilises pas ça, tu sais. Je me dis, si ça a été enlevé du marché, comme tu vas à la banque, puis c'est comme quand on est passé du franc à l'euro, là, tu sais, je sais pas, là, tu vas échanger ça à la banque. Je vais y arriver à ma partie, mais ce nombre d'erreurs-là est assez élevé chez les criminels. Mais qu'est-ce qui laisse plus de traces que des hosties de paillettes? Ah, ça, il y en a partout jusqu'à la fin de tes temps. Genre... Si quelqu'un a une recette miracle pour faire partir ça, partagez-la nous. C'est pas pour camoufler un crime, là, vous inquiétez pas, mais vraiment parce que je pense que j'entraîne encore d'un bricolage de maternelle, là, pour vrai.
Parlant de maternelle, en 1994, il y a une mère et sa fille de 5 ans qui ont été sauvagement assassinées dans un cambriolage qui a mal tourné. Comme beaucoup d'enfants de son âge, la fillette aimait ajouter des paillettes à ses bricolages. Et quand les corps ont été retrouvés, les experts en scène de crime ont trouvé plusieurs particules de paillettes près des corps, dans les tapis, puis tout ça dans l'appartement. Jusqu'ici, c'est normal. Imagine-toi que 5 ans plus tard, il y a un homme qui a été arrêté pour une autre affaire complètement. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé dans son auto? Les mêmes paillettes. Eh bien, on a fait un +1. Puis quand je vous dis que ça part pas, c'est que c'est vrai, ça part pas. Fait que faites attention. Dans le même registre, en 2004, il y a une femme qui a été arrêtée pour conduite en état d'ébriété causant la mort. Elle a tué une mère et son enfant, mais elle clamait son innocence et niait avoir percuté une autre voiture. Jusqu'à ce qu'on retrouve des paillettes de son maquillage sur le airbag. Fait que ça prouvait qu'il y avait une collision. Donc... sur son airbag de son auto. Son airbag, oui, c'est ça. Elle disait, non, je n'ai jamais rentré en collision avec aucune voiture. Des paillettes de maquillage, on est à ce niveau-là. Oui, exactement. Fait que les airbags ont été analysés, on a trouvé des paillettes, puis c'était son maquillage aussi au moment des faits, tout ça. Fait que les gens ont fait un +1. Et voilà pour ma partie. J'espère que je vous ai pas trop traumatisé. Je sais pas si t'as appris des choses. Je pense pas que moi, ça va me servir pour mes escape games, mais ça tombe jamais. Moi, finalement, ton intro, mais c'est intéressant pour vrai de savoir comme que toutes ces façons-là de trouver des criminels. Oui. Il y en a d'autres. Des façons de trouver des criminels. Puis des fois, elles sont très, très simples, soit directement parce que les gens sont très, très cons pendant qu'ils font le crime ou lorsqu'en cavale. Puis c'est ça que je veux envie de parler aujourd'hui. Encore une fois, est-ce que ça va vraiment être utile? Pas du tout. Mais ça peut être drôle quand même. Fait que c'est ça qui est le fun. Donc, nous, on est là pour vous divertir, la gang. Oui, c'est ça. Des fois, on apprend des affaires. Des fois, on a du plaisir. Exact. Puis des fois, on a les deux. Oui, et ça, des fois, un peu quand même en parlant de meurtre. Fait que désolé, mais bon, garde, c'est un compromis à faire. Donc, commençons mon palmarès non officiel dans aucun ordre précis du jour avec l'histoire de Robert Durst, un criminel apparemment bien reconnu aux États-Unis. Personnellement, peut-être que j'écoute pas assez Victoria Charlton, mais je le connaissais pas, Monsieur Durst. Je sais pas, peut-être que ça va me conter l'histoire. On dirait que son nom me dit quoi, mais je pourrais même pas te dire s'il a fait un meurtre ou quoi que ce soit. Les prochains, tu vas les connaître davantage. Robert Durst, qu'est-ce qui fait qu'il était connu du public? Sachez tout d'abord qu'il a été connu parce que sa femme a mystérieusement disparu dans les années 80 et il a ensuite fait parler de lui à nouveau au début des années 2000 parce qu'il était le suspect principal de 2 homicides. OK. Fait que quelqu'un là, que tout va bien là, dans sa vie, comme on dit. Ce qui est le fun de Robert Durst, et la raison principale pourquoi je commence avec lui, c'est qu'il s'est fait pogner de façon complètement conne, pas juste une, mais 2 fois. Y a-tu dit ma femme s'est volatilisée dans le sous-sol Elle est dans un sac en plastique ou... Non, malheureusement, pour que sa femme ait disparu, il n'y a rien de ça là, ça fait pas partie des 2 situations que je vais vous parler. Là. Donc, comme ça, c'est non résolu, là, ce meurtre. Je veux dire, c'est cette femme qui est partie dans un autre pays sans jamais donner de nouvelles à sa famille. Okay? C'est un cold case. C'est ça. En fait, ce qui nous intéresse survient le 9 octobre 2001, tandis que Durst a été arrêté après qu'on ait retrouvé les parties du corps de son voisin de 71 ans en train de flotter dans une baie, plus loin. OK. Étant donné que son voisin, c'était Durst, le gars dont la femme a disparu, on avait des petites questions à lui poser. Ouais. Hein? On dit c'est peut-être louche. Personne d'intérêt qu'on appelle ça. Oui, c'était une bonne personne d'intérêt. Ceci étant dit, aucune confession ou preuve ont permis de garder Durst en prison jusqu'au procès. Okay. Donc, il a été libéré sous caution là, en autant qu'il allait comparaître en cours par la suite. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Exact. L'affaire, c'est que Durst, finalement, il ne s'est jamais présenté en cours lorsqu'il devait comparaître. Donc, c'est pas bien, Durst. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été mis contre lui, puis ils sont partis à sa recherche. Il a été finalement retrouvé le 30 novembre de la même année, alors qu'il a été pris à tenter de voler un sandwich au poulet, un journal et des plasters dans un supermarché. Hey, c'est ça, c'est triste, ça. Attends, c'est déjà très triste. Certains pourraient dire qu'il était mal pris, il était en cavale, mais quand on a arrêté Durst, on a réalisé qu'il y avait 500 $ dans ses poches, 37 000 $ dans le coffre de sa voiture, ainsi que le permis de conduire de son voisin. Puis il pouvait pas se payer un vulgaire sandwich au poulet. Il pouvait pas se payer un vulgaire sandwich au poulet. Et il y avait le permis de conduire de son voisin 2 mois plus tard dans sa valise. Non, mais on a vu plan B, là, l'argent volé, c'est traçable. Oui, exactement. Mais je sais pas s'il était volé. Il a peut-être juste retiré 37 000 $. Ben là, excuse-moi, là, mais... C'est un homme d'affaires, OK? Mais c'est un grosseur, là. Ben,
Le gars était louche puis il prévoyait pas revenir chez eux, ça c'est sûr. Je vous épargne les détails, mais malgré tout, Hearst a fini par être acquitté et être libéré. Liberté qui a finalement duré jusqu'en 2015, tandis qu'il participait à un documentaire d'enquête sur un autre meurtre commis au début du millénaire, duquel il avait été aussi soupçonné, parce qu'un crime n'en va pas sans un autre. Lors du dernier épisode du documentaire, on présente à Durst une lettre anonyme écrite avec une calligraphie semblable à la sienne, disant à la police l'emplacement du corps de la femme assassinée. Donc, de sa femme à lui? Non, d'une femme qui a été assassinée, dans le fond, qui ont retrouvé... Une femme lambda, là. Ouais, c'est ça. Il a envoyé une lettre à la police disant voici où est-ce que vous pourrez trouver une femme décédée, essentiellement. Mais c'est lui qui l'écrit à la main. Donc, un peu comme si tu me parlais tantôt, quelqu'un qui envoie des lettres à la police de façon anonyme. Sauf que là, on s'est rendu compte que ça fitait avec son écriture. Ça lui a été présenté pendant le documentaire. Ça, c'est toute une expertise, hein? Les personnes calligraphes, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, leur métier, là, mais genre d'analyser la calligraphie puis l'écriture des criminels. Là. Oui, officiellement, c'est ça qui a fait que Durst a été arrêté. Ouais. Mais clairement, sous le choc, pendant filmer le documentaire, il n'était pas au courant de l'existence qui avait fait le match entre les deux. Il est parti aux toilettes, puis bien qu'il était hors caméra, à ce moment-là, il a oublié qu'il était Mikey, puis il a avoué les avoir tous tués en se reparlant à lui-même dans le miroir. Donc voilà, mais quel con! Il s'est pas aidé, disons, un peu. Mais même, je veux dire, même si, tu sais, comme... là, il était au palais de justice, là? Non, mais il filmait un documentaire. C'était pas au palais de justice, c'était juste filmer un documentaire sur l'enquête de la mort de cette femme-là 20 ans plus tôt. Puis lui, il a dit genre, ouais, je vais participer à votre documentaire. Moi, je suis témoin, mais tu sais, comme il était de proche avec non, mais c'est parce que je me dis, mettons qu'il est dans un endroit public style le palais de justice, il y a quelqu'un qui pourrait être aux toilettes puis qui entend ça. Puis s'il est aux toilettes dans son appartement, je veux dire, les murs sont pas tout le temps épais. Oui, non, mais tu sais, tu peux oublier que t'es marqué puis tout, mais genre... Mais il est un petit peu en panique. C'est pas ça quand il y a du monde juste à côté. C'est ça. Fait que Durst, un génie. Sinon, un des cas les plus connus d'un peu de stupidité, c'est l'arrestation de Ted Bundy à Salt Lake City en août 1975. Bundy conduisait avec sa voiture en pleine nuit sans les lumières allumées. Peut-être qu'il pensait être moins vu comme ça, mais je sais pas, moi, un char qui roule pas de lumière, je trouve ça louche, et la police aussi. Donc, ils ont décidé de l'arrêter. Mais ces 4 phares, ils fonctionnaient plus, qu'est-ce que tu veux Non, il se promenait, je sais pas, il essayait d'être un ninja de la voiture. Mais moi, sans blague, des fois, j'oublie de mettre mes lumières, là, mais ça me prend comme un petit 2 minutes, puis après, je fais genre, hey, faut jouer à rien, pourquoi? Puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, faut que je mette mes lumières. Bon, mais t'as un danger public, mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas un danger public. Non, mais c'est juste genre, je pars mon auto, puis tu sais, il faut que je tourne. Oui, non, je sais comment ça fonctionne un auto, là. Mais. Moi, non, je les allume. Sur d'autres autos, c'est automatique, mais moi, j'ai pas le petit auto, là. J'ai une vieille Civic, là. C'est pas facile, quand même. Fait que t'aurais pu te faire arrêter, mais au moins, j'imagine que t'es pas une dangereuse criminelle. Non, mais sans blague, tu peux te faire arrêter, là, si tu roules sans lumière. Oui, c'est super dangereux. Mais oui, je sais bien. Ben, c'est ça. Mais je fais pas exprès, Will. Mais Bundy s'est fait arrêter, puis il s'est obstiné avec la police. Tu sais, l'attitude à avoir là, quand t'as quelque chose de pas du tout louche à te reprocher. Donc, finalement, ils ont ouvert sa valise. Dans la valise, ils ont trouvé une cagoule, un pic à glace et des draps déchirés, ainsi que des menottes. Donc, tu sais, un contenu de valise tout à fait normal. Ah oui? Tu traînes pas ça, toi, l'hiver, pour dégeler ta voiture? Non, c'est ça. Finalement, ça l'a mené à ce que Bundy soit ajouté à un line-up présentant une survivante d'une attaque précédente de Bundy, puis a été identifié à ce moment-là. Fait que tout ça parce qu'il a roulé sans allumer ses lumières. Ouais. Un autre tueur en série connu est le BTK Killer, Dennis Rader, qui avait l'habitude d'envoyer des colis et des codes à décrypter à la police pour les provoquer. BTK, c'est pourquoi? Tu veux pas le savoir. OK. Ben, c'est Bind, Torture, Kill. Ah. C'est ça. Pour ça que je disais juste BTK. Oui, non, je sais, mais ben, on a fait un trigger warning. Ouais, c'est ça. Donc, il envoyait des colis et des codes à être décryptés à la police pour les provoquer. Ça avait commencé en 2004, soit 13 ans après ses derniers meurtres connus. Puis la police, à ce moment-là, avait déjà déclaré le cas comme un cold case. Fait que, est-ce qu'il était en manque d'attention? Est-ce qu'il était juste tanné de faire des sudoku? L'histoire ne le dit pas, mais tout ça pour dire qu'il envoyait des lettres et communiquait de façon régulière avec la police. Ça a continué jusqu'au jour où il leur a envoyé un message leur demandant s'il y avait une façon qu'il soit retracé s'il leur envoyait une disquette. Une bonne façon de vous rappeler qu'on est en 2004 dans l'histoire, le fait qu'il y a des disquettes. Mais, of course...
Of course, la police lui a répondu « Ben non, mon chum, envoie-nous ça, il n'y a aucun stress, il n'y a aucune chance qu'on soit capable de trouver des informations supplémentaires sur du matériel informatique. C'est intraçable, wink wink. » Fait que BTK, il a envoyé une disquette, puis la police a trouvé des métadonnées d'un document Word supprimé à propos de la Chris Lutheran Church qui avait été modifié pour la dernière fois par Denis. Denis, ben, c'était le président du conseil de cette église-là. Fait que ça n'a pas été long que la police a fait le lien entre les deux, puis ils ont juste arrêté. Non, mais dans ce temps-là, là, emmerde-toi pas à aller acheter des disquettes, là. Va direct au poste de police puis dis que c'est toi qui l'as fait, sacrément. Fait que c'est ça. Voyons donc. Demande pas à la police, est-ce que vous pouvez m'arrêter si surtout, je fais ça, tu sais. Surtout, demande-le pas à la police. Comme, demande à tes amis, là. Ouais, c'est ça, un ami informaticien ou je sais pas, là, mais... Ouais. Voyons donc. Puis un dernier tueur en série pour la route avant que ça devienne plus léger, David Berkowitz, surnommé Son of Sam, qui s'est fait pogner à cause d'un ticket de parking. OK. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'une femme promenait son chien et a vu la police ou quelqu'un là, qui mettre un ticket de parking à une voiture stationnée près d'une borne fontaine. Mm-hmm. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle était toujours sur place, elle a vu un homme louche se promener près du véhicule en question et l'a regardé. Elle se sentait pas vraiment en sécurité parce qu'elle est la nuit, puis un homme louche, tu te sauves de ça assez vite. Elle a bien fait d'être inquiète parce que cet homme-là, c'était Berkowitz. Et peu de temps après, ce soir-là, il y a 2 personnes qui ont été tuées à quelques rues de là, tirées par lui. La femme en question a fait 1+1. Elle a appelé la police pour dire « Hey, j'ai vu un gars près d'une voiture qui venait d'avoir un ticket. Pouvez-vous vérifier? » La police a regardé les tickets qui ont été donnés cette nuit-là, puis une seule voiture ne venait pas de quelqu'un qui habite dans le quartier, la voiture de Berkowitz. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le pogner. Donc... elle devait-tu comme... Ben, un, tu capotes parce que tu dis j'ai passé proche de mourir. C'est ça. Puis 2, comme tu réussis à pogner un tueur en série recherché qui a tué des dizaines de personnes. C'est vraiment un mixed feelings, là. Ouais. Genre une shot d'adrénaline, puis en même temps, comme... Ça doit vraiment être weird. Fait que c'est ça, la morale du jour, si vous prévoyez un crime, essayez de vous parquer à des endroits legit, ou en tout cas, faites juste pas de meurtre, là, mais ça, c'est votre choix, I guess. En tout cas. Ouais, faites-en pas. Par contre, mon histoire préférée d'entre tous, c'est le cas de Liu Hao, un homme de 39 ans qui a décidé de participer à un dating show en Chine. Dans l'émission, il compétitionnait contre 8 autres participants pour l'amour d'une dame, un peu à la Bachelor. Ouais. Il a finalement conquise la dame avec sa voix de rossignol et ses moves de danse sur de la musique techno, j'invente rien. Et on aurait pu croire que tout était bien, qui finit bien pour ce nouveau couple. L'affaire, c'est que suite à son passage télévisuel, la police a reçu un appel anonyme d'une personne disant avoir reconnu l'homme à la télé et qui s'appelait pas réellement Liu Hao. Son vrai nom, en fait, c'était Wu Gang et il était recherché pour avoir poignardé quelqu'un 13 ans plus tôt. Donc, l'homme était peut-être convaincu d'avoir réussi à mettre tout ça derrière lui avec sa nouvelle identité, mais il aurait pu se garder une gêne de passer à la télévision. Des affaires comme ça, là, ça vous suit toute la vie. C'est ça. Fait que bon génie quand même. Mais là, ça suffit les cas lourds de meurtre. Là. Passons désormais au cas vraiment plus loufoque. Tu sais, ces gens qui se font insta-karma par leur stupidité criminelle plutôt que des grands meurtriers qui en ont fait des dizaines avant de se faire pogner. Quand je parle de stupidité, on tombe parfois seulement dans les tréfonds. C'est des histoires moins connues, par contre, donc je garantis moins leur véracité que ces grands cas-là. C'est ChatGPT qui les écrit. Non, c'est pas ChatGPT. Commençons avec un cas très court pour vous donner le ton de la suite de l'épisode. À Tulsa, en Oklahoma, il y a un voleur à l'étalage nommé Jacob Wise qui a retiré les tags de sécurité des vêtements qu'il tentait de voler. OK, ouais. Jusque-là, très standard. Ouais. L'affaire, c'est qu'il a quand même sonné en sortant du magasin. Pourquoi? Parce qu'il avait mis les tags dans ses poches. Ah, c'est qui est cave. Sacrément. Fait que voilà. J'étais comme, c'est sûr qu'il y en a un qui est tombé dans le sac. Pourquoi? Ben non, l'imbécile. Ah, tabarnak. Fait que voilà, léger et bien débile. Des fois, je pense que je suis débile. Mais on n'est pas là, super... après, j'entends ça, puis je suis comme... ça va. Tu sais que je suis un génie. Ça va. Allons-y maintenant avec Gangnam Ganga. Regarde, on repassera. Gangnam Style? Si tu veux. Un jeune homme de 17 ans du Nebraska qui a décidé de voler une voiture en pointant une femme avec son revolver. Okay. La femme lui a laissé sa voiture à contre-cœur parce que quand même se faire tirer... Oui. Non. Dans ces cas-là...
C'est un bien matériel, là. Tu t'en rachètes une voiture, là. C'est ça. Tu peux pas te racheter une vie, malheureusement. Sauf que notre cher voleur ne s'est pas rendu très loin parce qu'il y avait le même problème que moi il y a 1 an. Il ne savait pas conduire un manuel et cette voiture était manuelle. Donc, il a avancé quelques mètres de peine et de misère. Il a finalement étouffé et décidé de partir à pied avant de se faire attraper par les autorités. Est-ce que c'est bon? Il a-tu quand même laissé les clés dans l'auto? Ah, ça, ben, je dis, il s'est fait pogner, ça change rien, tu sais. Sinon, un cas que c'est techniquement pas de sa faute, quoique un peu, c'est celui de William Klein Jr. Un bon jour de la fête des pères, il jouait avec son fils avec une vieille paire de menottes. Hein, un jeu classique, hein, jouer à se menotter avec son enfant. Une activité père-fils comme les autres. Mais que quelqu'un appelle la DPJ? Ce qui devait arriver arriva, puis finalement, il est resté pris et menotté. Fait qu'il a dû appeler la police pour l'aider à se déprendre. La police est finalement arrivée, l'a libéré. Par contre, la routine veut que, ensuite, on vérifie l'identité de la personne qui a appelé la police dans le système. Puis, en fait. Surtout si t'étais menotté à un enfant, imagine, c'est pas ton enfant, tu sais. Non, je sais pas si c'était juste menotté tout seul, ça le dit pas l'histoire, mais peu importe, il était menotté. Ils ont fait une vérification de routine. Finalement, le gars, il y avait 2 mandats d'arrestation contre lui. Donc, c'est ça. Il s'est lui-même mis les menottes au poignet. Ah, le monde est imbécile. Nos 2 prochains criminels, Joey Miller et Matthew McNally, ne te donneront pas plus foi en l'humanité. Ah non, ça fait longtemps que j'ai perdu foi en l'humanité avec ce podcast-là. Ils méritent même pas de points bonus pour l'ingéniosité mal placée. Là. Ces 2 génies ont décidé de masquer leur identité en se coloriant le visage au Sharpie. Je te laisse 5 secondes pour digérer cette information-là parce qu'il y a beaucoup de choses à unpack. Parce que de 1, oui, on peut tous s'entendre que c'est limite un blackface. C'est pas limite, là, c'est un blackface. De 2, je comprends pas dans quel monde ça fait qu'on peut pas reconnaître tes traits de visage. Ouais. De 3, de tout ce qu'il pouvait utiliser, un Sharpie, ça s'efface pas bien. Et de 4, si au moins il avait fait une bonne job, mais non. Ils ont débordé des lignes. Non, j'ai vu les mugshots, là, ça a l'air plus d'un dessin d'un enfant de 3 ans qui fait des bêtises sur un mur. Joey Miller. Matthew McNally. C'est vraiment juste des barbeaux à moitié finis. Ils ont fait la moitié de leur face. C'est juste des gros traits dégueulasses. Pendant que tu googles ça, faut jouer ça, là. La police n'a pas eu trop de difficulté à retrouver nos 2 suspects parce que clairement... Tabarnak, là! Non, ils me niaisent-tu? Non, ils sont pas forcés, les gars, là. Allez googler ça, vous avez le droit de mettre sur pause puis googlez vous aussi. Mais Joey E-Y, puis l'autre c'est Matthew McNally. Ouais. C'est comme ça qu'on écrit Joey d'habitude. Anyway. Oui. Mais c'est ça. Je sais pas, là, le monde rajoute des H puis des K dans des noms des fois là, pour... Pain straight pipe. Là. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça. On voit le mugshot. Ils se sont pas nettoyés, ils se sont fait pogner assez vite parce que tu te dis, hey, je me suis fait cambrioler par 2 gars avec du Sharpie d'en face. Tu te promènes dans la rue, tu vois les 2 gars qui sont... Non, mais les gars, ils sortaient d'un party puis le monde leur avait dessiné des pénis sur la face. Puis... Ça a juste l'air de ça, honnêtement. Vrai, là. C'est vraiment d'une tristesse. Sinon, un autre cas excellent, c'est celui de Klaus Schmidt, un homme ayant tenté de voler une banque à Berlin en 1995. C'est un vol très classique. On rentre avec le gun, on demande du cash à la caissière et on récolte le tout. Tu sais. Ouais. On change pas une formule gagnante. Là où ça a commencé à chier, c'est quand la caissière lui a demandé s'il avait besoin d'un sac, puis Klaus lui a répondu « Ouais, c'est un vrai gun! » L'affaire, c'est que Klaus, il était sourd et apparemment très mauvais pour lire sur les lèvres. Fait que la caissière a fait ce qui était le plus logique, activer l'alarme pour avertir la police parce que de toute façon, Klaus ne l'entendait pas. Il s'est donc fait pogner la main dans le sac. J'ai pas trouvé de source officielle. J'ai comme un petit peu d'empathie là, tout d'un coup pour lui. Attends, j'ai pas trouvé de source officielle pour le confirmer, mais selon le site où j'ai trouvé cette histoire, Schmidt aurait ensuite tenté de poursuivre la banque pour avoir abusé de son handicap. OK. Empathy aboard. C'est ça, hein? C'est ce que je me disais. Un autre voleur très intelligent, Aaron Morrison, avait décidé de voler une bouteille de vodka dans un commerce du coin. Il est finalement resté un peu pour flirter avec la caissière. Il lui a finalement donné son nom et son numéro de téléphone. C'est tout. C'est simple comme ça. Et ensuite, en 2008, à Chicago, un certain Ruben Zaraté, âgé de 18 ans, s'est un peu lui-même dénoncé. Le bon vieux Ruben avait tenté de voler l'argent du coffre-fort d'un magasin de muffleurs. Déjà, ça part mal. Là. L'affaire, c'est qu'on lui a répondu qu'il y avait juste le gérant qui avait la combinaison du coffre et qu'il allait pas être là avant une couple d'heures. Ruben a donc fait la seule chose logique à faire ici, hein, c'est-à-dire donner son nom et son numéro de téléphone pour qu'on le rappelle lorsque le gérant allait être présent. Mais oui. Bien entendu, les employés ont pris l'info et ils l'ont rappelé, Ruben, mais pas avant d'avoir rappelé la police pour qu'il soit là quand il revient.
Donc, bravo. Si au moins on peut lui donner le bénéfice du doute, peut-être d'avoir paniqué dans la situation, on peut pas en dire autant du dernier cas du jour, celui de Albert Bailey. Bailey et son complice avaient eu comme plan de voler une banque à Fairfield au Connecticut en 2010. OK. Par contre, il y avait eu une idée de génie. On dit, tu sais, des fois, c'est trop long quand tu voles une banque puis la police finit par arriver. Ouais. Fait qu'ils se sont dit, OK, on va appeler la banque puis les avertir qu'on s'en vient voler. Fait que comme ça, la banque aura amplement le temps de préparer l'argent puis on va pouvoir partir plus vite. Surprenamment, quand Bailey est arrivé sur place, la police l'attendait. Take a nap here. J'en peux plus. Ouais, ben, C'est le dernier cas, hein? C'est le dernier cas, puis je pense que Thank God. on a notre limite. Fait que voilà. Là, ce que vous voyez pas nécessairement, c'est Hélène qui s'accote non-stop dans son micro parce qu'elle est plus capable. Mais Je fais des facepalms avec mon micro. je suis désolé pour vos oreilles, malheureusement. Mais non, tout. Ah, ça me fait mal à C'est moi. du Là. ASMR. Arrête. Bon, désolé pour cette souffrance, mais j'espère que vous avez eu du plaisir quand Ben même dans oui. cet épisode-là, puis que vous allez vouloir revenir dans 2 semaines, parce qu'on publie chaque 2 semaines, hein, faut pas oublier ça, et en plus, on publie 2 fois par semaine sur TikTok. Tu sais, comme on est Fait que actif, tu fais là. toute la conclue puis l'intro puis tout. Ben non, tu peux dire qu'ils nous qu'ils s'abonnent puis tout, là, tu sais, sur quelle plateforme nous suivent, là. Non, mais c'est ça. Si vous voulez plus de contenu insolite, cocasse ou apprendre aussi sur des sujets variés, là, sciences, histoire, tout ça, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, là, sur Facebook, Instagram, TikTok, puis YouTube aussi. Là, on publie les épisodes de podcast, mais on publie aussi des shorts. Puis sinon, ben, on aimerait ça si vous voulez vous abonner. Là, ça nous fait toujours plaisir de voir... On serait content, là. Fait que C'est c'est Je comme savais vous. comme pas comment le dire. C'est pour ça que je faisais la fin, là. T'es trop brûlé de mes histoires, là. En effet. Non, mais sans blague, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner, nous 5 laisser... étoiles. Ouais, 5 étoiles. Puis là, je vais mettre fin à cet épisode Ouais, parce parce que que ça tu finit commences plus. à m'énerver, là. Fait que sinon, ben c'est ça, on se retrouve dans 2 semaines. Bye. Bye!